Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse du 9e et dernier épisode de Watchmen, une série HBO diffusée en France sur OCS, qui nous a apporté son lot de réponses à presque toutes les questions, mais pas toutes, enfin presque. Enfin on verra ça en détail. Et oui, je sais, mon t-shirt est absolument génial, et si jamais il vous plaît, vous trouverez un lien en description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à faire plaisir autour de vous pour Noël, puis en plus ça m'aide un petit peu, donc c'est cool. Allez, c'est parti. Cet épisode a pour titre See How They Fly, quelques mots tirés des paroles de la chanson des Beatles, I Am the Walrus, et qui font notamment référence au fameux calamar qu'Adrian Veidt balancera congelé pour prouver à sa fille qu'il ne fait pas que du réchauffé. Une fois n'est pas coutume, et avant d'aller plus loin, je vous propose un avis sur cet épisode et sur cette première saison. J'ai adoré Watchmen, mais j'avoue que j'ai été très légèrement déçu par certains petits éléments de ce final, comme par exemple un certain manque d'inventivité dans le fameux plan de Lady True. En effet, l'image de l'horloge du Millennium me semble finalement peu adaptée à son objectif réel, à savoir récupérer les pouvoirs du Dr Manhattan, et les multiples références à la mémoire auraient pu sans doute trouver une meilleure mise en valeur dans son plan final, même si on ignore justement ce que Lady True aurait fait de tels pouvoirs. Clairement, son dispositif pour récupérer les prières des gens de par le monde au travers de ses nombreuses cabines bleues pouvait dénoter d'un certain complexe divin, mais il aurait été intéressant de savoir si, par exemple, elle avait l'intention d'y répondre. Un peu dommage aussi, je pense, que la technologie de mesmérisme qu'avait développée Cyclope et celle qu'avait appliquée ensuite Will dans la lampe torche ne reviennent plus du tout dans la suite de l'histoire. Et bien sûr, je reviendrai en fin de vidéo sur 3 questions, à savoir où est passé Lubman et qui est-il? Y aura-t-il une deuxième saison à Watchmen? Et évidemment, le dernier plan de cette première saison avec ce pied qui s'apprête à toucher l'eau de la piscine. Cet épisode 9 commence avec un tournage dans le tournage, celui du fameux message d'Ozymandias à Robert Redford, un petit rappel d'autant plus malin que Wade, alias Looking Glass, utilisera l'enregistrement de ce moment pour faire comprendre à Veidt qu'il est temps de payer pour son geste. Pendant que Veidt se complaît dans cet exercice d'autosatisfaction qui ne recevra jamais la moindre réponse de la part du président Redford, une femme de ménage vietnamienne s'introduit dans son bureau. On découvre ainsi Bayan adulte et les paroles qu'elle prononce renvoient à ce que la Lady True de légende aurait répondu à son frère qui lui reprochait de ne pas vivre de la façon qu'on attendait d'une femme vietnamienne. Et pour résumer cette réponse, ce qui s'appliquait à Lady True de la légende s'applique également à Bayan adulte. Elle n'avait pas vraiment envie de passer sa vie à faire le ménage pour les autres, non, elle voulait vivre à fond, accomplir de grandes choses, et on comprend aussi du coup pourquoi sa fille a pris comme pseudo Lady True. Si le mot de passe de l'ordinateur est Ramsès II, c'est parce qu'il s'agit d'un des deux hommes admirés par Veidt avec Alexandre le Grand, dont on a le portrait derrière, sachant qu'Ozymandias est l'un des autres noms de Ramsès II. On ne saura jamais vraiment pourquoi Veidt a conservé autant d'échantillons de son propre sperme, même si on a une petite idée de comment, puisqu'il avoue ne jamais avoir couché avec une femme, mais on peut clairement y voir une marque de plus de son narcissisme pathologique, oui exactement le même qu'il reprochera à sa propre fille, en comprenant qu'elle cherche à s'approprier les pouvoirs d'un dieu. Et c'est ce même narcissisme qui permet en 2008 à Lady True d'obtenir par la flatterie une entrevue avec son père dans son complexe nommé Karnak, comme le fameux site égyptien même s'il se situe en Antarctique. Évidemment, on le reconnaît bien là, Adrian Veidt refuse catégoriquement d'aider cette fille biologique qu'il vient de découvrir, et dans cet échange interprété avec excellence par les deux acteurs, on apprend aussi comment il a pu savoir à l'avance qu'une sonde spatiale serait envoyée au-dessus de la lune de Jupiter Europe pour y voir si le Dr Manhattan y était encore. D'une certaine façon, des années plus tard, on peut dire que Lady True a réussi à faire plier son père Ozymandias en le forçant à utiliser ce mot qu'il avait promis de ne jamais utiliser, daughter, fille en français bien sûr, avec les corps qu'il avait assemblés sur la surface d'Europe. Et oui, c'était la seule façon pour lui de maximiser ses chances d'obtenir une réaction de la part de sa fille pour qu'elle envoie véritablement un engin pour le récupérer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Lady True est une adversaire digne de lui, contrairement au Game Master, le maître du jeu, le pauvre Phillips masqué. Et justement, on constate qu'Ozymandias reste capable d'attraper une balle en plein vol malgré son âge, une prouesse qu'on le voyait accomplir dans le comics, comme dans le film bien sûr. Le premier des Mr. Phillips n'était donc pas un adversaire digne de lui, mais Veidt lui concède un brin tardivement qu'il a assuré quand même un sacré spectacle, ce qui ne fait que renforcer l'idée selon laquelle Adrian Veidt ne faisait que tuer le temps depuis l'envoi de son message à sa fille.
Comme on s'en doutait depuis un moment maintenant, toute cette trajectoire suivie par Adrian Veidt sur Europe, eh bien elle se situait dans le passé de la trame principale de l'histoire, et cette statue située dans la serre de Lady True, c'était bien lui, il était préservé des difficultés de la longueur du voyage par cette incroyable technologie de conservation. Une statue dans un décor de forêt tropicale, presque de quoi donner raison aux vendeurs de journaux et à son histoire d'Ozymandias disparu seul dans la jungle. Et si vous vous demandez comment Adrian Veidt, après avoir été déstatifié, peut deviner que Bayan est un clone de la mère de Lady True, c'est parce qu'on sait depuis le comics qu'il a une mémoire photographique. Il a donc reconnu le visage de celle qui était sa femme de ménage, parmi ses nombreux serviteurs à l'époque, et le reste de son intelligence a fait le reste. Ben oui, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est l'homme le plus intelligent du monde, même si c'est un connard par ailleurs. C'est ensuite la première et dernière fois que le vendeur de journaux verra Lady True avec un chapeau qui représente une auréole bien sûr. Impossible d'ailleurs de manquer les évidents parallèles christiques pour Lady True alors qu'elle s'apprête à recevoir la puissance du docteur Manhattan. Malheureusement, à force de vouloir jouer à Dieu, on se retrouve avec les stigmates du Christ et ça finit mal. Alors que cette sphère volante ultra perfectionnée de Lady True, celle qui s'extrait de l'horloge du Millennium, est en approche, eh bien on a Adrian Veidt qui fait une drôle de citation toujours à ce sacré vendeur de journaux. Israel is desolate and her seed is no more. Palestine is become a widow for Egypt. Cette référence, elle porte sur les hiéroglyphes gravés sur une stèle qui a été trouvée face au temple de Karnak, une stèle de l'époque de Merampta, le fils de Ramsès II. Et on peut clairement y voir un parallèle avec le lien filial entre Veidt et Lady True et une annonce de la destruction qui va suivre. La notion de semence détruite et bien sûr un clin d'œil au sperme d'Ozzy. Puisqu'on parle de filiation, le sénateur Kin Senior fait son apparition et tous les plus puissants des membres de Cyclope venus assister au triomphe de leur plan de méchant de comics. Pendant ce temps, Wade s'est infiltré aux côtés de Laurie avec son masque de Rorschach et je dois dire que j'ai été quand même un petit peu déçu par la faiblesse du rôle de Mirror Guy dans ce dernier épisode. Et oui, même s'il assomme Adrian Veidt en profitant de son long discours, d'ailleurs on peut y voir sans doute un clin d'œil à la fin du comics Watchmen où Adrian Veidt devient très verbeux, et bien ce sera le seul coup d'éclat de Looking Glass, Mirror Guy, appelez-le comme vous voulez. On ne verra même pas comment il s'en est sorti seul face aux gars de la 7e cavalerie ou du 7e de cavalerie, hein, si vous êtes très attaché à la nomenclature militaire avec le 7e régiment de cavalerie. Le discours du sénateur Kin n'était déjà pas terrible de base, mais quand on y ajoute en plus le slip directement repris de la forme de celui que portait le docteur Manhattan dans certaines pages du comics, on atteint un point de non-retour. Et dans tout ce qui concerne cette faction de racistes, le seul point qui m'a déçu, c'est le traitement de Judd Crawford. Et oui, j'aurais apprécié que le scénario le creuse davantage en mettant peut-être en lumière chez lui des sentiments contrastés à l'égard d'Angela. La côtoyer ainsi que sa famille aurait pu lui donner des doutes, mais rien de tout ça, il restera un simple traître au service d'une cause profondément immonde. Angela casse des doigts pour obtenir le lieu de détention de John, encore une référence à l'une des techniques favorites de Rorschach pour soutirer des informations aux récalcitrants. Oui, c'est vrai, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'un tel acte de torture reste hautement discutable, mais bon, on vient d'essayer de la tuer et de téléporter l'amour de sa vie à la de sacrées circonstances atténuantes, je ne suis pas sûr de pouvoir affirmer que je ne serais pas en train de faire la même chose qu'elle à sa place. Comme tout méchant crétin qui se respecte, Kin Jr. n'écoute pas les mises en garde d'Angela et paf le chien, Lady True avait tout prévu et on se retrouve avec de la gelée de Kin à gogo. Et cette gelée, regardez-la bien attentivement car on peut y discerner une référence très nette à ce qui pourrait bien vous arriver si vous regardez ces vidéos sans être abonné à ma chaîne, bande de voyous. C'est alors que Lady True commence son propre petit discours, mais Jane Crawford n'a pas la patience pour ces conneries, on peut au moins lui reconnaître cette qualité qu'elle a en commun avec Laurie. Et lorsque les rayons d'énergie viennent désintégrer cette bande de guignols, même Angela, la dure à cuire, semble horrifiée, ce qui en dit long sur la cruauté potentielle de Lady True. La gelée de sénateur permet à John de téléporter Adrian, Wade et Laurie à Karnak, et c'est là le début de la fin pour Lady True qui a commis une terrible erreur d'ego, à savoir sa détermination à rendre son père témoin de son triomphe avant de l'avoir mené à bien. Il est le seul spectateur dont elle avait vraiment besoin. Bah oui, Lady True, c'est quand même dommage, il suffisait d'étudier plus en détail ce qu'avait fait Papounet 34 ans plus tôt, puisque lui n'avait pas commis cette erreur, il avait déclenché son plan avant de l'expliquer aux quelques justiciers qui étaient arrivés jusqu'à lui. Le moment le plus émouvant de l'épisode est sans conteste celui des adieux entre John et Angela, alors que celle-ci refuse de reculer et que John avoue qu'il ne l'a pas téléporté avec les autres car il ne veut pas mourir seul, ce qui nous renvoie directement vers sa première mort dans les comics lorsque son corps avait été atomisé et que son premier amour de l'époque, Jenny Slater, n'avait pas eu le courage de rester à ses côtés jusqu'à la fin du compte à rebours.
Juste avant de mourir, John se remémore tous les moments passés avec Angela, la chape d'oubli qui pesait pour lui sur le tunnel de leur amour est levée et John vit tout ce bonheur à la fois alors qu'il explose, projetant Angela dans un douloureux parallèle avec le souffle de l'attentat qui emporta ses parents à Saïgon. Entre Star Trek et les surgelés, j'ai envie de baptiser Calamar Picard cette livraison qui vient mettre un terme aux ambitions transcendantales de Lady True, comme quoi la divinité, parfois ça tient un peu de choses. Et Lady True va donc chuter en même temps que le Christ en arrière-plan, comme dirait l'épisode 3, « She was killed by space junk ». Quand Angela trouve refuge dans la salle de théâtre et de cinéma, Dreamland, elle y retrouve ses enfants sous la garde de son grand-père. Et oui, c'est évidemment vers lui que Cal a envoyé les enfants depuis la maison, celui avec qui, 10 ans plus tôt, il avait passé ce pacte pour éviter que l'avenir n'appartienne à la 7e cavalerie ou à Lady True. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, vous me le direz peut-être en commentaire, mais j'ai particulièrement apprécié le dialogue qui se tisse alors entre Will et Angela sur la notion de masque et de blessure. Déjà en début d'épisode, Adrian Veidt avait avoué au maître du jeu que s'il lui avait fait porter un masque, c'était parce que cela rendait les hommes plus cruels. Alors certes, Angela et Will ont des souvenirs en commun, c'est le moins qu'on puisse dire, mais la différence c'est que Will a eu dans les 70 ans pour les digérer, et de sa propre analyse, de son propre aveu, ce qu'il pensait être initialement de la colère, cache en réalité de la tristesse, de la peur, de la douleur. Pour qu'une blessure guérisse, elle a besoin d'air. La cacher sous un masque ne donnera rien. Voilà bien sûr une métaphore qui s'applique notamment au racisme, le sujet central choisi pour cette saison de Watchmen. Le message, c'est qu'il est malsain de masquer et ignorer le traumatisme monstrueux issu de l'esclavage et du racisme. Mieux vaut en parler ouvertement, le reconnaître dans son ampleur et ses conséquences pour permettre une guérison et avancer ensemble comme une société. Et typiquement, ceux qui voient dans cette première saison de Watchmen une série anti-blanc ou qui me disent qu'ils en ont marre d'entendre parler du racisme, eh bien je pense qu'ils se mettent un bandeau sur les yeux. Et d'ailleurs, si vous croisez des gens qui vous disent que cette série est trop politique et qu'elle dévie fortement du comics, vous pouvez commencer par leur répondre qu'il n'y a sans doute jamais eu de comics aussi politique que Watchmen. En outre, on peut se référer à une interview d'Alan Moore en 2016 où il considère notamment que, mis à part une poignée de personnages qui ne sont pas blancs, la plupart des super-héros peuvent correspondre au rêve de suprématie blanche, sachant qu'on peut selon lui sérieusement envisager Birth of a Nation comme le premier film américain de super-héros avec ses capes et ses cagoules. En effet, après avoir lu une telle déclaration, il semble évident que Damon Lindelof, le showrunner, et toute l'équipe d'écriture se sont inspirés de cette déclaration pour ensuite venir saisir la mythologie de Watchmen et la décliner avec une intelligence, une précision confondante pour parler non seulement du racisme qui reste l'enjeu, la question principale de cette saison, mais aussi évoquer les dérives, par exemple, d'un idéalisme poussé à l'extrême. Mais revenons à Karnak où Adrian propose à Laurie et Wade de quitter les lieux grâce à Archie, le véhicule original du second hibou. Et quand Laurie décide finalement de mettre Veidt en état d'arrestation, elle souscrit un peu au point de vue que défendait Rorschach en 1985 quant à la conduite à tenir face au geste fou du justicier milliardaire Jonathan et Jennifer. Non désolé, ils n'ont rien à faire là. Lorsqu'Angela et sa famille quittent le Dreamland Theater, les lettres qui restent illuminées marquent DRM comme Dr Manhattan évidemment, et on peut aussi apercevoir End pour fin. Voilà qui m'amène clairement à penser que, pour les scénaristes du moins, cette disparition du Dr Manhattan est véritablement définitive. Quand elle les emmène dans la fausse boulangerie, on peut y voir une façon non seulement d'avouer la vérité à Topher, mais aussi un symbole de son abandon de la double identité de Sister Night, costume qu'elle ne revêt d'ailleurs jamais plus dans la seconde partie de la série. La dernière ligne de dialogue est celle de Will qui remarque que même s'il était un homme bon, John aurait pu faire davantage, étant donné les pouvoirs à sa disposition. Et je pense que cette remarque est très vraie et qu'elle correspond parfaitement à la nature profonde de John Osterman, qui était plutôt donc un homme bon, mais aussi quelqu'un d'assez passif, de contemplatif, qui n'avait pas forcément l'imagination pour savoir que faire de ses nombreux pouvoirs. Il est temps maintenant d'aborder la question de l'œuf, des pouvoirs, de la piscine. Ce processus de passation de pouvoir est raccord avec la récurrence de l'œuf pendant toute la saison. Quant au choix de la personne, eh bien déjà sur le poster initial de cette saison, que voyait-on? Un ange bleu sous les traits d'Angela. Même si l'histoire de cette saison s'arrête sur le pied d'Angela, sur le point de toucher la surface de l'eau, tout comme le comic s'arrêtait sur la main du stagiaire journaliste au-dessus du journal de Rorschach, Damon Lindelof ne voit pas ça du tout comme un cliffhanger. En effet, en plus de tout ce qu'elle est par ailleurs, cette première saison est aussi une origin story pour Angela, et pas une origin story de Sister Night,
mais bien de Angela Manhattan, si on peut dire, puisque si personne n'est vraiment jamais prêt à recevoir des pouvoirs tels que ceux du Docteur Manhattan, on peut dire qu'Angela l'est beaucoup plus en fin de saison qu'au début. Quand on y réfléchit bien, Angela ne porte plus de masque, elle a appris que la colère n'était qu'un refuge face à la douleur et à la peur, elle a été horrifiée par les actions de Lady True et a vu l'amour de sa vie disparaître sous ses yeux dans le projet d'une mégalo. Et rappelez-vous déjà dans l'épisode 8, Cal disait à Angela « I leave it entirely into your hands », je laisse ça entièrement entre tes mains, c'est à toi de choisir, ce qui peut laisser deviner la suite. Clairement, du point de vue de Damon Lindelof, que j'ai pu lire dans plusieurs interviews, eh bien il ne fait guère de doute qu'Angela marche bel et bien sur la surface de l'eau de cette piscine, et ce qu'il nous reste à nous spectateurs à imaginer, c'est bien ce qu'elle fera de ce pouvoir. Je me doute que vous êtes nombreux à vous interroger sur Lubman et l'absence de Del Pitti dans ce final. Évidemment, la réponse se trouvait dans le dernier document du Pittipédia, puisqu'on y apprend que Dale est recherché lui-même par le FBI car il serait un justicier masqué, et absolument tout porte à croire que son alter ego est bel et bien Lubman. Mais alors, y aura-t-il une suite, une saison 2 à Watchmen? Eh bien, rien n'est sûr pour le moment. On sait juste que Damon Lindelof ne reviendra que s'il estime que c'est encore le bon moment, et surtout s'il a des choses intéressantes à apporter, si des nouvelles idées intéressantes lui viennent, et pour cela, pour que des idées lui viennent éventuellement, il se laisse 2 à 3 mois. Mais quoi qu'il en soit, je pense personnellement qu'on aura Watchmen saison 2, sans doute saison 3, puisque HBO voudra certainement poursuivre cette série qui a été très bien reçue par les critiques et qui marchait pas si mal en termes d'audience. Et évidemment, il pourrait s'agir d'une anthologie à l'image de Fargo ou encore de True Detective. C'est d'ailleurs une comparaison que Damon Lindelof a faite lui-même. Donc elle pourrait très bien se poursuivre à une autre époque avec d'autres personnages, toujours dans cet univers Watchmen et potentiellement avec un ou une autre showrunner. Vous vous en doutez déjà certainement, mais je dois bien avouer que c'était un sacré boulot de couvrir pour vous, avec vous, cette saison de Watchmen, mais aussi un immense plaisir. On retrouvait le niveau d'analyse pour une série comme Westworld, dont la saison 3 reviendra sans doute aux alentours de mai-avril. Et puis je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures avec The Witcher qui commence très prochainement, si ce n'est qu'il a déjà commencé au moment où je vais sortir cette vidéo, ou encore ma vidéo de critique avec spoiler du dernier Star Wars. Salut et à bientôt.